1, 2, 1, 2, mic check. 1, 1, 1, 1. Nous sommes actuellement en live, les amis. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah, bah oui, on est en live. Hop là. Et du coup, tu vas mettre la caméra. Et du coup, on va couper le son de la musique. Et nous allons passer. Paf ! Wow. En live. Est-ce que c'est pas incroyable ? Le beau micro dans la tête. C'est relou ça. Je vais mettre comme ça. Voilà. Sinon, tu le tiens à la main. Oui, alors, écoute, je passerai en mode télévision après. Et je sais pas combien. Ah si, on voit. Putain, on voit les gens parler et tout. Mais oui. J'ai l'impression d'être un Twitchos. Non, mais j'avoue, avec les commentaires à droite là. Il y a même ma mère, regarde, elle a dit coucou. Oh, bonjour. Bonjour à tous. Je cherche comment on fait un live sur Instagram. Oh putain, ça y est, j'ai trouvé. T'as dit putain. Oui, bah. Ah, on n'a pas le droit de dire des gros mots. Non, on n'a pas mis la bannière moins de 18 ans, donc. Ça y est, on va le cataloguer. Faut pas dire des gros mots, d'accord ? De toute façon, il faut pas dire des gros mots de base. Il y a des enfants qui nous écoutent. Je sais pas. On sait jamais. On verra. Bonjour Johan. Bonjour. Salut Jean. Salut. Est-ce que tu penses que je peux mettre le live comme ça ? Mais écoute, mets le live comme ça. Oh, écoute. C'est artisanal. On verra bien. Artisanal. Parce que sinon, en fait, faut que je le mette comme ça. On verra que Johan. On dirait qu'il y a que Johan qui est en live. J'espère que t'es content d'être là du coup. Très heureux d'être avec vous. Ouais. Cool. Petit sujet hors série du coup. Ouais, un bel hors série. Vas-y, tu sais quoi, je vais le laisser là et puis je vais attendre de voir s'il y a des gens qui sont là. Oui, il y a Robin qui a rejoint la vidéo. Ah ben voilà. Bonjour Robin. Voilà. Ah, faut que j'enregistre parce que sinon on peut rien. Voilà, on pourra pas interagir. Mais voilà. Voilà, si jamais il y a des gens qui ont des questions dans le chat, ils peuvent nous les laisser et on les lira soit à la fin, soit dans un moment, en fin de sujet ou quoi que ce soit. Dis bonjour à la planète Instagram. Avec le micro devant, salut. Je suis Robin Técos, quel enfer. Si vous voulez suivre, je m'adresse à Instagram, le live de meilleure qualité et tout, on voit tout le monde, on vous redirige vers le lien dans la description et voilà, et vous venez nous rejoindre sur Twitch. Voilà, nous sommes sur Twitch, nous sommes aussi sur Discord pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre, par exemple sur de la vidéo et qui veulent juste de l'audio ou qui font autre chose en même temps. Qui veulent faire autre chose en même temps. Voilà, qui veulent cuisiner, tu vas faire un truc. Jouer aux jeux vidéo à mon avis surtout. Aussi, ouais. Avec Discord, on va pas se mentir, on fait surtout ça. Ben voilà. Eh bien écoutez, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent actuellement. Et pour le moment, en attendant un petit peu que ça se remplisse, on va parler un peu de Johan, qui était venu nous voir pour l'épisode 6. Et donc déjà, rappelle-nous ton sujet de thèse. Alors c'est fichier de police et de justice et liberté fondamentale. Ok, donc fichier, on est sur quelque chose de sérieux quoi. Ouais. Mais du coup, il y a un point commun avec le titre d'aujourd'hui, puisqu'il y a liberté fondamentale commun dans les deux titres. Ouais, on n'a pas fait exprès. Si, on a complètement fait exprès. Ok, et du coup, tu étais venu nous parler de ta thèse donc sur les fichiers de police et sur un petit peu, si je résume, très vite fait, sur un peu cet état des lieux que tu vas faire pendant 4 ans et demi. Ouais. 4 ans et 9 mois. 4 ans et 9 mois. Non mais quelle mémoire. C'est vrai que c'était... J'ai une très bonne mémoire des chiffres, ça j'avoue. 2 fois 2 4. Ouh. Tu m'as pris par surprise. Donc sur les fichiers de police et sur cet état des lieux, sur comment la police va gérer l'entrée de nos données dans leurs fichiers et après comment ces fichiers vont être utilisés ou non et un peu j'espère ne pas dire de gros mots, mais comment la législation s'organise autour de ces fichiers. Ouais, c'est ça. Et donc toi tu vas regarder ça d'un œil un œil de doctorant, donc un peu extérieur, un peu plus haut, pour savoir s'il n'y a pas justement tantôt des failles, tantôt des trucs qui marchent bien, et où est-ce qu'on ne devrait pas aller ? Oui, trouver l'équilibre en fait. Trouver l'équilibre entre... c'est sûr qu'il faut des fichiers, parce que c'est utile pour la police, pour la justice, mais en même temps, il faut qu'on reste dans une démocratie où il y a des garanties, où ce soit encadré, et où ça préserve nos libertés fondamentales, donc trouver l'équilibre. Ok. Et comme tu le disais, d'ailleurs, on est tous fichés, déjà. Oui. On commence par ça, pour rappeler aux gens. C'est ça. Il y a des notions qu'il faudrait rappeler du coup aussi sur les fichages, qui étaient... que c'est ce que tu nous avais envoyé comme documentation, que les règles étaient assez floues ces derniers temps et que genre par exemple les fiches qui sont accessibles en France, comment elles sont accessibles aussi par rapport au gros combat qui est par exemple avec les États-Unis et le fait que Google n'a pas le droit de toucher normalement à nos données en France de la même manière qu'elle le fait dans son pays. Oui, c'est-à-dire qu'en Europe, on a le RGPD, le Règlement général des données personnelles. Alors même si le RGPD ne s'applique pas aux fichiers de police, parce que les fichiers de police ont un texte rien qu'à eux, qui s'appelle la directive police-justice. Et ça, c'est que pour la France, du coup, c'est pas pour l'Europe. C'est pour l'Europe aussi. Ah, c'est pour l'Europe en fait, aussi, la différence, c'est que, je ne veux pas rentrer dans le détail juridique, mais un règlement, il est d'application directe dans les pays.
pays. Donc le RGPD d'application directe, les pays n'ont rien eu à faire. Ils ont juste eu à appliquer le RGPD. Ouais. Alors que les directives, les pays doivent créer une loi, le transcrire et donc faire un texte donc qui forcément va varier un peu dans chaque pays pour adapter le truc, quoi. Donc la directive est moins puissante que le règlement parce que du coup le règlement il s'applique comme ça puis c'est fini. Les pays n'ont rien à dire. Alors que la directive c'est bon, il faudrait mieux que vous fassiez ça, mais chacun après va faire son texte, quoi. Ok. Et donc les fichiers de police ont une directive alors que les fichiers classiques ont un règlement. J'ai un beau bruit de page. Vas-y. Tu sais que t'es filmé, hein, n'oublie pas. Hein. Oui, je sais, bonjour. Et du coup, par rapport à ça, actuellement, toi, dans ta thèse et tout ça, qu'est-ce que tu as vu de cet état des lieux sur nos libertés fondamentales, les fichages, et qui a accès à quoi, en gros, etc. quoi. Déjà, le constat premier, c'est vraiment énormément de fichiers, quoi. C'est-à-dire que, et des fichiers qui développent beaucoup, pour beaucoup parler de lecture. Clairement, voilà. Parce que en 2009, il y avait à peu près une cinquantaine de fichiers. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Et ça se développe tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, on parle d'un fichier, je ne sais pas si vous avez entendu récemment, mais on a parlé d'un fichier pour lutter contre la violence faite aux femmes, donc d'un fichier peut-être des hommes violents. En fait, à chaque fois qu'on a un problème, on a un fichier. C'est vraiment cet état d'esprit-là. Et donc, finalement, les fichiers suivent les époques, quoi. C'est-à-dire que quand on a beaucoup parlé terrorisme en 2015-2016, on a créé des fichiers de terrorisme. Là, s'il y a toujours le terrorisme, on parle d'autres fichiers, donc on crée des fichiers. Et le problème, c'est qu'ils ont tendance à s'empiler. On en supprime très peu et on en crée beaucoup. Donc ça a tendance à devenir un peu compliqué, quoi. Et ça, c'est un problème d'avoir beaucoup de fichiers ? Ouais, c'est un problème parce qu'il y a un risque de doublon des données. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un peut être violent et être alcoolique. Ouais, non, mais même par exemple pour la prévention du terrorisme, il y a 15 fichiers ou 20 fichiers qui existent et ils seront à peu près dans tous les fichiers. Et le problème, c'est que plus on multiplie les fichiers, plus on multiplie les failles possibles, les failles techniques, les failles juridiques, plus on multiplie les accès, des gens qui peuvent accéder aux fichiers, et donc plus on multiplie les risques, en fait, quoi. Ok. Donc toi, on va dire que un peu le but aussi, c'est donc de regarder le nombre de fichiers, d'essayer de voir, on va dire, lesquels on peut regrouper, lesquels. Oui, ou en tout cas, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui est vraiment utile. En droit, on aime beaucoup la notion de nécessité et proportionnalité, c'est-à-dire que il faut que l'atteinte à nos droits soit nécessaire et proportionnée. Et en matière de fichiers, c'est pas certain que ce soit toujours respecté. Donc Et est-ce que tu es tombé sur des vieux fichiers, genre où il y a même plus personne qui est fiché dans ce genre de fiches ? Genre moi je pense, enfin tu vois, genre le rapport avec la taxe sur le sel, je sais même pas si ça existe encore pas, mais tu as des vieilles taxes ou des trucs comme ça qui restent. Le problème c'est que les fichiers ils sont souvent liés à l'informatisation, c'est-à-dire qu'il existait des fichiers avant, mais qui ont pour la plupart été détruits. Notamment la gendarmerie avait un énorme fichier qui s'appelait le fichier phare, qui était un fichier où en gros à chaque fois que les gendarmes avaient quelque chose qui se passait, quelqu'un leur disait quelque chose, hop ils notaient. Et ils avaient comme ça un fichier de centaines de milliers de fiches. Et ce fichier a été détruit dans les années 2010. Voilà. Donc les fichiers papier ont progressivement été détruits, ce qui fait qu'aujourd'hui les fichiers qu'on connaît c'est des fichiers au plus vieux qui datent des années 90, quoi. Ok, bon. Déjà, on a fait un rapide. C'est un bon rappel, déjà, des normes. Ouais, on est d'accord que tu parles plus souvent des fichiers informatiques et qu'on parle pas de tout ce qui est fichage, papier. Ça existe plus trop. Parce que ça existe plus trop, c'est ça. Alors, ma thèse, quand on dit fichier, c'est pas forcément un fichier informatique. Bien sûr. Parce que un fichier, de base, ça peut être un fichier papier. Après, oui, dans la pratique, effectivement, la plupart des fichiers sont informatisés. Ouais, d'accord. Tu voulais dire quelque chose ? Un break, genre apparemment tu as mis ton micro assorti mais moi je tiens à dire que mon micro est assorti à taisez-vous. Donc voilà. Mais pas exactement, regarde, parce qu'en plus là tu peux pas mentir, on a tout la couleur. Mais moi c'est quelque chose de très triché. Mon pull est orange, mon truc est rouge, mais vu que la qualité est dégueulasse, on a l'impression que la qualité est dégueulasse. Donc on va revenir un petit peu sur... on va commencer à parler un petit peu du sujet qui nous intéresse. Pour l'instant, je suis pas sûr que les gens voient le rapport entre ma thèse et ce dont on va parler. Ça va arriver. Quand même. Entre un fichier, que ce que c'est en train d'expliquer, qui recense des gens, et puis je pense qu'il faut faire le lien avec... un pass sanitaire ou un pass vaccinal ou un passeport et du coup ça vient assez, on sait que c'est un fichier donc ça va, les gens je pense prennent le wagon en route. Déjà on va faire un petit disclaimer, on va pas parler de la vaccination en tant que telle. Non. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet où on vous renvoie vers non, vous irez fouiller par vous-même, il y a plein d'articles qui sont très intéressants, de sur vidéos. Surtout pas sur Twitter. Non, mais il y a plein d'articles, de vidéos qui sont très intéressantes sur le sujet. Nous, on va pas parler de ça. Et déjà, pour commencer, ce que tu nous as dit tout à l'heure en arrivant, c'est que on peut être
pour la vaccination, pour le vaccin, pour ne pas en avoir peur, ne pas être anti-vaccin, mais pourtant être contre le pass sanitaire ou le passeport vaccinal. Oui, c'est deux choses qui sont complètement différentes en fait. Être ou pas vacciné, c'est une chose, et que pour le coup n'est absolument pas nouvelle au sens du vaccin, il y en a depuis un certain nombre d'années, et que bon là on parle beaucoup du vaccin de Covid parce que forcément c'est ce qui nous occupe, mais c'est pas un problème nouveau, et c'est un problème avant tout médical, sur lequel je n'y connais rien, et qui est complètement indépendant. Et ça n'a vraiment rien à voir avec qu'est-ce qu'on fait des données des gens vaccinés. Et là, du coup, c'est le pass sanitaire. Et là, par contre, c'est un problème plutôt nouveau parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de pass, même s'il existe des choses, on va sans doute y revenir. Et donc, c'est vraiment une problématique autre, quoi. Est-ce que tu es content, sans faire le sadique, on va dire, mais est-ce que tu es content que du coup, toute cette période un peu trouble de Covid, tout ça, t'amène toi vers un nouvel... Est-ce que ça va être un des axes de ta thèse? Est-ce que tu vas forcément en parler ou est-ce que juste ça t'intéresse parce que c'est un autre fichier Alors, ou ça t'embête plus qu'autre chose? En fait, c'est intéressant parce que ça me permet de faire un... C'est pas directement ma thèse, parce que ma thèse, c'est les fichiers de police et de justice. Oui, donc tu vas pas changer. Mais c'est intéressant parce que ça permet de faire un parallèle, en fait. Parce que il me semble que ce qui est en train de se profiler sur les fichiers du coup sanitaires, tous les fichiers de santé, ça ressemble un peu à ce qui se passe déjà et ce qui est en train de se passer en matière de fichiers de police. Et du coup, je trouve intéressant de faire un parallèle en disant, moi, ce que je connais bien, c'est les fichiers de police. Ce que je vois se développer, c'est les fichiers sanitaires. Est-ce que du coup, on peut pas essayer de prédire ce qui va se passer sur les fichiers sanitaires et en tout cas de réfléchir sur les fichiers sanitaires à partir de ce que je sais des fichiers de police, quoi. Ok, donc c'est intéressant. Et ça fera partie de ta thèse, tu penses? Un petit peu, je pense quand même. Ouais. Ce sera à la marge. Mais ce sera... Moi, ce que je propose, c'est qu'avant qu'on rentre du coup dans tout ce débat de qu'est-ce que va apporter le passeport sanitaire, tout ça, c'est qu'est-ce que c'est un passeport sanitaire en fait? Alors, le problème, c'est que personne n'est trop d'accord sur le terme. Et surtout, c'est un pass vaccinal, comme on l'a dit, et un passeport sanitaire. Voilà. Alors déjà, entre pass et passeport, concrètement, c'est la même chose. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le débat, ça a évolué. Au début, on parlait beaucoup de passeport et après, on s'est mis à parler de pass. Parce que passeport, c'est un côté très régalien. C'est vraiment l'État, le passeport, c'est ce qui permet de passer d'un permis à l'autre. C'est ce qui atteste de ton état civil, de ta nationalité. Enfin, c'est quelque chose qu'on connaît et qui est très lié vraiment à un côté très régalien, les frontières, la souveraineté de l'État, quoi. Donc, on a un peu oublié ce terme. Et on parle beaucoup plus de pass parce qu'un pass, c'est quelque chose qu'on peut connaître. Mais il y a des passes dans les festivals. C'est un terme léger, qui est beaucoup plus léger. Et donc, c'est intéressant de voir ce changement de vocabulaire. Mais sinon, c'est la même chose. Et c'est clairement un choix de mots. Oui, c'est sûr. Parce que justement, j'avais écrit sur The Conversation 2 articles sur la question et le premier article. Merci. Et le premier article, justement, je critiquais le fait que passeport et en fait finalement du coup on n'utilise plus le terme. Donc tant mieux. Et par contre, oui, il reste le problème de sanitaire ou vaccinal. Et là, pour le coup, c'est pas la même chose. Autant passeport et pass, c'est la même chose. Autant là, c'est pas la même chose parce que, en fait, quand on dit vaccinal, ça sous-entend qu'il y aurait que le vaccin. Alors que sanitaire, on parle vraiment de santé, quoi. Voilà. Et puis, du coup, on va y revenir. Mais là, dans le pass sanitaire tel qu'il existe aujourd'hui, il y a beaucoup plus que le vaccin. Oui, c'est ça. Avant de continuer sur le vaccin qui nous intéresse, est-ce qu'il existe d'autres fichiers de santé publique, de médecine, des choses comme ça? Oui. C'est pas du tout le premier fichier. Enfin, ce sont pas les premiers fichiers, parce qu'on va y revenir. Mais il y a quand même 3-4 fichiers qui ont été créés dans la crise sanitaire, mais ce n'étaient pas les premiers fichiers, puisque en fait, il existe ce qu'on appelle le système national des données de santé, ça qui existe depuis une quinzaine d'années, et en fait qui est relié à nos cartes vitales. Mais qui n'est pas un fichier qui comprend par exemple tous tes résultats médicaux, mais qui est un fichier qui va comprendre plutôt tes consultations, juste le fait que tu es allé au médecin un tel jour, et tes ordonnances, en fait tout ce qui est lié au remboursement uniquement. Voilà, pas le détail de ton dossier médical, parce qu'il y a aussi autre chose qui est le dossier médical partagé. Ça vous dit quelque chose, on en avait parlé il y a quelques temps, c'est un peu mort-né, mais c'était l'idée qu'on ait chacun une sorte de dossier dématérialisé médical qui soit présent sur les serveurs de l'assurance maladie et à chaque fois qu'on va voir un médecin, on aurait pu donner accès à ce dossier médical qui comprend là pour le coup le fond de notre dossier médical, donc des radiographies, des actes de fond. Ça c'est basé sur le volontariat, c'est lancé depuis 5-6 ans et en fait pas grand monde s'y est intéressé, du coup c'est pour ça que je dis que c'est un peu mort-né. Forcément basé sur le volontariat, c'est de suite un peu plus
plus compliqué, quoi. Ouais, et puis même les médecins ne sont pas équipés parce qu'il faut un logiciel particulier pour le lire. Enfin, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu passé à la trappe. Mais par contre, le système national de données de santé, lui, existe bien, donc lié au remboursement. Et puis surtout, depuis 2 ans à peu près, parce que c'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne, il l'a réalisé en 2019, il y a ce qu'on appelle le Health Data Hub, le système de données de santé, qui pour le coup est censé rassembler toutes les données de santé, donc celles issues du système national des données de santé, mais aussi celles issues des hôpitaux, des laboratoires, enfin voilà, même des médecins, de toutes les données de santé qui sont produites, et là pour un but de recherche. Sans consentement, du coup. Voilà, alors théoriquement avec consentement, oui. C'est-à-dire que, mais c'est un consentement, c'est ça qu'on a beaucoup reproché, c'est que c'est un consentement tacite, c'est-à-dire qu'en fait si tu dis rien, c'est bon. Ouais. Et comme le don d'organes un peu. Voilà. Ouais. Et en fait, tu es censé pouvoir t'y opposer. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Si tu vas sur le site des hôpitaux de Paris, il y a un formulaire, mais il faut être parisien, du coup, parce que sinon, tu n'es pas concerné. Mais l'idée, c'est que chaque hôpital et chaque structure doit pouvoir... voilà. Mais le Health Data Hub, il a été très critiqué, notamment parce qu'il est hébergé par les serveurs de Microsoft. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, du coup. Voilà. Complet. Et là, c'est un peu problématique parce que le serveur de Microsoft, c'est aux États-Unis et c'est pas le même droit qui s'applique qu'en Europe. Mais là, tu parles du Health Data Hub et dans la vidéo que tu nous as envoyée, donc on vous mettra les liens des articles de Johan et puis la vidéo qui nous a conseillé si vous voulez en savoir plus sur ce genre de sujet. Mais les experts disaient que le Health Data Hub, le problème, c'est que donc du coup, ça regroupe tous les fichiers, enfin toute la santé en gros toutes les données issues de la santé d'un être humain. C'est ça. Et en gros à but pour la recherche. Donc savoir, il prenait un exemple, est-ce que quelqu'un qui s'est cassé la clavicule droite, est-ce que dans 10 ans, est-ce qu'il va pas se casser le genou gauche ou des trucs comme ça? Et à but scientifique, ça peut être hyper intéressant. Mais le problème, c'est donc déjà que c'est hébergé par Microsoft, qui est un serveur américain, et en plus, qui a accès à ces données? Les chercheurs. Et voilà. Et est-ce qu'un jour, ça va pas pouvoir passer à une assurance maladie qui va pouvoir du coup... C'est ça. Et surtout que le problème essentiel de ce type de fichier, c'est qu'il est pseudonymisé et pas anonymisé. Okay. Là, il faut bien faire la différence. C'est-à-dire qu'en fait, l'anonymat, c'est le fait qu'on supprime toutes les données relatives à l'identité. Que ce soit un prénom, un numéro ou quoi une que ce soit. Une date de naissance, même voilà, tout ce qui est relatif à l'identité. Et du coup, ça empêche forcément le suivi d'une personne. Parce que c'est-à-dire que, par exemple, une radiographie, si on l'anonymise, on ne saura plus du tout, même quel était l'âge de la personne, on ne saura plus rien, quoi. On aura juste l'image. Okay, Et ça, forcément, pour les chercheurs qui utilisent le Health Data Hub, avec l'exemple que tu disais, c'est pas très intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est de suivre la personne. Du coup, ils sont pas anonymisés, mais pseudonymisés. Ça veut dire qu'on va juste enlever, en gros, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, adresse, à peu près tout, et on va laisser tout le reste, date de naissance, sexe et autres, parce que ça intéresse les chercheurs, et ça permet de suivre la personne. Mais le problème, c'est que le pseudonymat, c'est pas l'anonymat, et donc on peut potentiellement réidentifier la personne. C'est-à-dire que si on dit une personne née à tel endroit qui fait telles études, qui machin, même si on dit pas le nom, on peut essayer. Voilà, on va réussir à retrouver la personne, quoi. Après, je t'avoue, c'est arrivé à me retrouver à partir de ma radiographie, j'ai envie d'être champion. Donc voilà, donc il existe des fichiers de santé, il en existe sans doute beaucoup. Oui, en fait, les fichiers de santé, le gros fichier de santé, c'est vraiment le système national de données de santé. Mais ensuite, les fichiers de santé, en fait, c'est principalement les hôpitaux voilà, qui ont chacun leur système, en fait, qui communiquent pas. D'ailleurs, c'est aussi un problème, mais qui ont chacun leur système, leur base de données. C'est plutôt ça, en fait, aujourd'hui, les bases de données de santé. Donc, si on sort de ce que va être le pass sanitaire, on ne devrait pas être, entre guillemets, effrayé par un nouveau fichier de santé, en fait. Alors oui, non, parce que là, c'est quand même, on a quand même assisté au premier fichier où il existe le système national de données de santé, mais c'est avant tout des données de remboursement, en fait. Certes, c'est des données médicales au sens où on va voir que tu as consulté un médecin généraliste tel jour ou que voilà, mais c'est pas le fond de ton dossier, c'est pas des choses qui concernent vraiment le fond de ta santé, quoi. Même si elles transparaissent à travers les rendez-vous que tu as eu. Là, on a quand même, avec la crise sanitaire, eu la création de 3 fichiers essentiels de santé, et qui pour le coup traite vraiment des données de fond, quoi, pas juste un rendez-vous. D'accord. Donc c'est un fichier différent des fichiers de santé qui existent quand même. Ouais. Ok. On a Laura sur le chat qui nous fait une petite remarque, qui nous dit que normalement, à partir de maintenant, apparemment, on ne saisit plus les données qui ne sont pas anonymes. Voilà. Pour les, je sais pas pour si le Health Data Hub précis. Ouais, apparemment. Âge, sexe, niveau d'études, c'est le max. Mais ce qui est déjà en fait, c'est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, voilà. Il y a des études qui ont montré que même avec très très peu de données, on peut réussir à retrouver quelqu'un en fait avec tout le reste. Donc,
Bon, si on en enlève, tant mieux. Mais après, le Health Data Hub, c'est vraiment une nébuleuse, quoi, de toute façon, donc c'est assez peu clair, quoi. Ouais. En fait, après aussi, la question de tout ça, c'est comment on va limiter l'accès aux gens sur le Health Data Hub. Parce qu'effectivement, genre pour la recherche et tout ça, c'est hyper bien. Ça permet de donner de la matière à travailler. Mais comment on s'assure qu'il n'y a que des chercheurs et des enseignants qui vont dessus et qu'il n'y a vraiment aucune autre personne qui peut y avoir accès? Oui. Alors, je crois que je vois qu'elle nous dit que c'est surtout sur la recherche clinique dans les serveurs locaux. Et oui, là, je comprends totalement. Mais du coup, là, le Health Data Hub, c'est pas une perspective locale, justement. C'est vraiment c'est quelque général, chose national. Ouais. Ok, mais revenons du coup à nos moutons, comme on dit. J'ai paniqué. À notre vaccin, du coup. Qu'est-ce qui va être mis en place par rapport à ce pass sanitaire? Est-ce que donc tu disais qu'il y en avait plusieurs depuis le Covid? En fait, depuis le début, pour comprendre le pass sanitaire, il faut revenir sur comment on a traité la crise sanitaire depuis le début sur le point de vue des données personnelles. Et en fait, très vite, avec la mise en place notamment des lois sur l'état d'urgence sanitaire, donc notamment une loi de mai 2020, l'an dernier, on a mis en place 2 fichiers qui sont SIDEP et Contact Covid. Le but de SIDEP, c'est de regrouper tous les résultats des tests PCR et depuis antigéniques aussi d'ailleurs, et sérologiques même maintenant, réalisés par les gens, par toi, par moi, quel que soit le lieu, dans un laboratoire, dans un centre de test, voilà. Ça, c'est anonymisé ou pas? Non, ça c'est pas anonymisé. Alors c'est déversé dans le Health Data Hub de manière pseudonymisée, Ouais, ok. mais le fichier en lui-même n'est pas anonymisé parce que le but c'est aussi de faire du suivi individuel. Ok. Donc on a créé ça d'un côté, et puis on a créé un autre fichier qui s'appelle Contact Covid, où là le principe c'est de pouvoir gérer justement comme son indique les cas contacts. Donc tu sais quand tu es malade du Covid, qu'en gros l'assurance maladie t'appelle, enfin les services de l'assurance maladie t'appellent, on dit vous avez été avec qui, vous avez fréquenté quel lieu, etc. Et tout ça, pouf, ça rentre dans Contact Covid, qui va ensuite permettre de contacter les gens. Mais c'est plein de données hyper personnelles, parce que par définition, les gens que tu as fréquentés ou les lieux que tu as fréquentés, ça révèle quand même pas mal de toi. Oui, pour le coup. Donc, et tout ça, c'est dans Contact Covid. Donc, Et puis ça reste ces 2 fichiers-là. Genre c'est pas une fois que t'as plus le Covid, c'est pas effacé quoi. Alors justement, c'est ça qui a été aussi à critiquer, c'est que pour ces 2 fichiers, le délai de conservation est de 3 mois. Okay. 3 mois pour un test, par exemple, ça paraît énorme parce que s'il est négatif, ton test aujourd'hui, on dit que c'est valable à peu près 72 heures avec le pass sanitaire. Et s'il est positif, c'est 15 jours de maladie au plus, quoi. Et là, c'est 3 mois. Et là, ça va rester 3 mois. Donc c'est un peu bizarre en termes de proportionnalité, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça me paraît pas très proportionné, justement. Donc ça, c'est déjà un problème. Donc on a créé ces 2 fichiers-là en mai 2020. Et en décembre 2020, on a créé un 3e fichier lié au vaccin qui s'appelle SI Vaccin Covid. Et donc là, le principe de ce fichier, c'est de recueillir les données personnelles de tous les gens vaccinés et aussi des gens appelés à la vaccination. C'est-à-dire que si tu as reçu une lettre parce que tu as été ciblé par l'assurance maladie comme étant une personne, par exemple, d'un certain âge qui souffre de comorbidité, tu es aussi dans ce fichier, même si tu n'as pas été vacciné, parce que tu es appelé à te faire vacciner, quoi. Ok. Donc c'est bien le papier qu'on remplit avant de se faire vacciner là. En fait, ça c'est rentré. Voilà. Et d'ailleurs quand tu te fais vacciner, à la fin il te donne le papier avec les QR codes, donc il passe vacciné, ça on va y revenir. Mais il te donne aussi un autre papier où c'est marqué tout en haut données télétransmises à l'assurance maladie. Et en fait ça c'est les données qui sont télétransmises dans SI Vaccin Covid. Ok. D'accord. Donc 3 fichiers déjà. Voilà. On a plein de remarques intéressantes. On a Mumu qui nous demande pour la protection du secret médical, comment on peut lutter, comment juridiquement ça va se passer par exemple aussi, parce que s'il y a un hack de ces données, alors c'est tout le problème. Et surtout après c'est vrai que c'est la grande question aussi, la question qui était qui est fautif du coup. Alors ces fichiers là ils sont gérés par l'assurance maladie. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que le fichier Contact Covid est géré par les hôpitaux de Paris, le fichier SIDEP est géré par l'assurance maladie. Donc juridiquement, c'est ce qu'on appelle des responsables de traitement. Ça veut dire qu'ils sont juridiquement responsables de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que même s'ils font appel à quelqu'un d'autre pour gérer les données, c'est eux qui sont responsables. Juridiquement, oui, parce que c'est la notion de responsable de traitement. Donc ils sont juridiquement responsables. Après, on se retourner vers X ou Y s'il y a besoin, mais ils sont juridiquement responsables. C'est des fichiers qu'on imagine très sécurisés. Mais le problème notamment de SIDEP et Contact Covid, c'est qu'ils sont manipulés par plein de monde. Parce que Contact Covid, par exemple, il est d'abord rentré par ton médecin généraliste chez qui tu vas faire ta consultation, qui va voir le test positif et qui va déjà te demander t'as fréquenté qui, etc. Ensuite, il va être complété par les gens de l'assurance maladie qui vont t'appeler pour continuer à compléter. Il va pouvoir être consulté par
les gens qui vont venir chez toi pour t'aider quand tu es malade. Enfin, donc il est consulté par plein de personnes. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité informatique du fichier qui a été pensé en lui-même. C'est chaque accès, c'est-à-dire que si tu accèdes en tant que médecin, tu te connectes sur le portail Amélie Pro, qui est leur portail médecin. Si tu es membre de l'assurance maladie, tu te connectes par tes identifiants assurance maladie. En fait, c'est chaque structure qui y accède par son identification. Mais donc du coup, ça fait une machine assez poreuse. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que ça multiplie les portes d'entrée. Si on avait fait une porte d'entrée hyper sécurisée, commune à tous, on aurait pu vraiment avoir quelque chose. Et là, ça multiplie les portes d'entrée. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est aussi que ces fichiers sont strictement nationaux. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer, par exemple, que si tu te connectes depuis la Nouvelle-Aquitaine, tu n'aies accès qu'aux données des gens de la Nouvelle-Aquitaine. Ça aurait pu être logique parce que c'est lié aux ARS aussi, aux agences régionales de santé. Or là, non. C'est-à-dire que si tu te connectes, si un agent de l'ARS de Bordeaux se connecte, il peut tout à fait consulter le dossier de Madame Michu à Strasbourg. Quoi. Voilà. Y a pas de... Donc ce qui en termes de sécurité informatique pose aussi un peu souci. Quoi. Qui est pas incroyable du coup. C'est pas terrible. C'est critiquable. Voilà. Portons pas trop de jugement. Ça va peut-être nous faire dévier un petit peu, mais alors du coup, il y a aussi moi la question que je me pose depuis le début, c'est où est-ce qu'on stocke toutes ces données? Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'on imagine dans les serveurs de l'assurance maladie, sans doute à Paris, mais évidemment, les lieux sont tenus secrets, par raison de sécurité. Oui. Mais après, c'est sûr que ça bug. Là, je vois sur les commentaires qu'on nous dit qu'il y a déjà eu des bugs à Arcachon, je crois. Ça oui, c'est ça, oui. Mais effectivement, moi, le matin, par exemple, où je me suis fait vacciner à Bordeaux, tout était en panne. C'est-à-dire que le fameux SI vaccin Covid ne fonctionnait pas. D'accord. Et donc du coup, alors ce qui est absolument catastrophique en termes de données pour le coup, comme ils étaient bien obligés de continuer à vacciner les gens, même si tout le système était en panne, ils prenaient tout à la main. Ça veut dire qu'en fait, c'est encore pire du coup. C'est encore pire parce que qu'est-ce qu'ils font des feuilles après quoi. Ils prenaient tout à la main, le nom des gens, le prénom, le numéro de sécu, quel vaccin ils avaient eu, si c'était la première ou la deuxième fois, voilà, etc. Et ensuite, du coup, j'imagine qu'ils ont tout re-rentré manuellement dans le système une fois qu'il a remarché, quoi. Et après, il faut qu'ils détruisent les feuilles. Mais du coup, voilà. Mais j'ai aucune garantie qu'ils. Je vais pas faire le parano, mais j'ai aucune bien garantie sûr, bien qu'ils sûr. ont détruit la feuille, quoi. Tu veux pas faire le parano, mais ça reste ton sujet de thèse aussi qui Oui, travaille voilà. de tout ça. Donc, c'est normal qu'ils soient informés là-dessus. Ouais. C'est ça. Mais donc oui, il y a des bugs qui arrivent. Et bon, c'est comme tout fichier, quoi. Mais si jamais un jour, effectivement, il y a un hack informatique, c'est une mine d'or, quoi. Parce que comme c'est nationalisé, centralisé et avec des données pas du tout anonymisées, il y a plein de trucs, quoi. Ouais. C'est ça, et puis pareil, la question de est-ce que par exemple donner ces données à une grosse filiale comme Google. Donner ces données. Reprendre son volet déjà. Fournir ces données. Fournir ces données à une entreprise comme Google, Microsoft ou Apple, est-ce que c'est pas vraiment non plus une solution? Parce que ça reste donner des données à une entreprise qui va forcément les revendre puisque c'est son business model. Oui, bien sûr. Mais après, on pourrait en dire sur... Parce qu'il y a un quatrième fichier en fait, que je n'ai pas cité, c'est tous anti-Covid. Enfin, du coup, Stop Covid devenu tous anti-Covid. C'est l'application. Voilà, c'est l'application. Et on s'était beaucoup posé la question, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, de dire est-ce qu'il faut faire appel à Apple et Android et Google qui avaient conçu des solutions, ou est-ce que c'est le choix français qui a été fait, on développe sa propre solution et on se passe des GAFAM, quoi. Avec le défaut que, du coup, notre solution française ne fonctionne pas du tout à l'étranger. Parce que forcément, c'est l'application française. Alors, si on avait adopté la solution d'Apple ou Google, ce qui promettait, c'est que du coup, tu traverses la frontière, ça marche toujours, puisque c'est avec le truc. Mais oui, par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai pas beaucoup plus confiance, voire beaucoup moins confiance encore dans Apple ou Google que dans l'État français, c'est sûr. Ouais. Surtout quand on sait qu'Apple veut se lancer dans la santé, sans doute un jour, et qui développe les montres connectées, etc., qui te fait ton rythme cardiaque. Et on sait qu'ils se lancent dans la carte bancaire là, il y a quelques années. Ils veulent à terme se lancer dans la santé, donc voilà, c'est clair que ça pose question, quoi. Ok. Et du coup, pour tous ces fichiers de vaccination, qu'est-ce qui pose réellement problème? Est-ce que c'est parce que c'est la première fois qu'on a vraiment un fichier qui regroupe autant d'informations et où c'est parce que c'est un fichier qui est numérique? Alors, les deux, je pense. Sur le fait que c'est quand même le premier fichier de vaccination national. C'est-à-dire qu'il existe déjà des obligations de vaccination et déjà des dizaines de vaccins. Mais quand tu te fais vacciner, par exemple, quand tu es enfant, tu as ton obligation vaccinale des vaccins classiques, c'est juste marqué en fait, dans ton carnet de santé. Oui. Et c'est tout.
Il n'y a pas de fichier informatique qui possède le truc, quoi. Et d'ailleurs, si on te demande une attestation de vaccin, ce que tu vas montrer, c'est ton carnet de santé, en fait. Ouais. Hein, voilà. Ou la feuille du médecin qui atteste que... Ah oui, ça appartient qu'à toi, en fait. Voilà, ça n'appartient qu'à toi. Et c'est une donnée qui, pour le coup, est purement locale, hein, dans ton carnet de santé. Ou éventuellement dans l'ordinateur du médecin, s'il l'a enregistré, mais c'est pareil, c'est que local, quoi. Il n'y a pas de fichier. Là, c'est la première fois qu'on a un fichier national des vaccinés. Tout comme c'était la première fois qu'on avait un fichier national du suivi des cas contacts. Parce que c'est pas la première fois qu'on suit des maladies. Il y a plein de maladies sur lesquelles il y a ce qu'on appelle des maladies à déclaration obligatoire. C'est-à-dire que ton médecin, si tu as la maladie, est obligé de déclarer l'assurance maladie parce qu'il y a un suivi de l'épidémie. Mais il n'y a pas de fichier pour ça, en fait. Les données sont anonymisées, c'est remonté sous forme de fiches aux ARS. Là, c'est la première fois qu'on a aussi un fichier national de suivi des cas contacts. Alors, ça peut s'expliquer. Moi, je dis pas qu'il fallait pas le faire. Hein. Je dis juste que ça peut s'expliquer à la crise sanitaire. Juste qu'il faut en prendre conscience. Mais en fait, c'est juste que ça va vite parce que aussi, moi, je pense, là, moi, je parle purement personnellement. En fait, tout est allé hyper vite par la vitesse de l'épidémie, la vitesse de blocage qu'on a eu. Et du coup, c'est peut-être un peu le truc où tout se précipite et on entend beaucoup des gens qui disent on fait passer ça sur le coup de la crise. Après, moi, je pense, avec un petit pas de recul, que je pense que c'est... J'aime espérer qu'ils essaient pas de passer des trucs en douce parce qu'il se passe ça et qu'ils essaient de faire vite et que du coup, c'est un peu... En fait, mon inquiétude, moi, elle serait peut-être moins ça que le fait que... on a tout de suite pensé au numérique, comme si le numérique était la solution à tout, en fait. C'est ce qu'on appelle un peu le solutionnisme numérique, c'est-à-dire avoir dit, voilà, le numérique, c'est la solution, il faut passer par le numérique, alors qu'on n'est pas obligé de passer par le numérique, c'est pas parce que c'est possible numériquement qu'il faut passer numériquement. Et surtout, est-ce que ça va pas, du coup, créer un précédent ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pas se dire, ça a super bien marché pour le Covid, si tous les vaccins qui existent actuellement, par exemple, on se disait, tiens, si on crée un fichier aussi, puisque ça marche bien sur le Covid. Et sauf qu'en fait, on passe des portes, hein, et c'est le fameux, ce qu'on appelle l'effet cliquet, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que on l'a fait, on revient pas en arrière. C'est ce qui se passe pour les fichiers de police, en fait. Une fois qu'on a passé le cap, on y va, quoi. Ça y est, l'opinion publique a accepté. Et le pass sanitaire est hyper révélateur pour ça, parce que en novembre-décembre, c'était intolérable pour la plupart des gens. Et arrivé en avril-mai, ça passe. Donc il y a cette idée d'accoutumance et de et sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir dire stop à ce genre de choses, quoi. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on arrive à l'été, que les gens vont sortir et que c'est une solution qui se fait, et aussi que parce qu'il y a certains secteurs comme par exemple le milieu de la nuit avec les boîtes de nuit, tout ça, qui sont fermés depuis hyper longtemps et qui ont juste envie de dire mais foutez-moi ce passeport vaccinal qu'on puisse réouvrir, quoi. Oui, complètement, mais c'est complètement compréhensible, mais il faut faire attention. Mais il faut faire attention, ça veut dire que la fin ne justifie pas forcément tous les moyens, quoi. Bien sûr, de toute façon je suis assez d'accord là-dessus, le numérique n'est pas forcément une solution en soi, c'est une proposition. Mais le truc, c'est que de plus en plus le numérique fait sa place autour de nous, et c'est le truc, maintenant tout le monde a un téléphone, donc tu sors ton téléphone et c'est plié, quoi. Donc je comprends que la solution adoptée est ça, mais effectivement, parce qu'en plus on n'est pas obligé de forcément, s'il y a un fichier numérique, d'avoir autant de données, en fait. Non, c'est ça. C'est le problème qui est posé aussi, et ce que disaient les experts là, dans la vidéo que tu nous as envoyée, c'est que, et ce que tu nous disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est pas juste un QR code qui te dit genre oui ou non t'es vacciné, c'est genre dedans t'as toutes les infos relative à justement ce que tu as rentré le jour où tu t'es fait vacciner, quoi. Oui, alors c'est vraiment le problème pour le coup du pass sanitaire, c'est que il a été vendu même par la loi, hein, donc comme quelque chose où les données, et c'est un grand principe de toute façon de données personnelles, doivent être minimisées. C'est-à-dire qu'il doit y avoir le moins de données possible pour l'objectif que tu veux servir. Et là, le problème, c'est que en fait, ce qui ressemble à un QR code, ce qui techniquement n'est pas vraiment un QR code en fait, mais qui ressemble à un QR code, il y a plus de données, beaucoup plus qu'il n'en faut, puisque tu vas avoir ton nom, prénom, ta date de naissance, mais aussi surtout quand tu t'es fait vacciner, combien de doses, ce qui révèle beaucoup. Qu'une dose, tu as eu le Covid, 2 doses, t'es entre guillemets normal, 3 doses, t'as une déficience ou l'autre qui fait qu'on a besoin d'une 3e dose, ce qui révèle donc beaucoup de ton état de santé, par quel vaccin tu t'es vacciné, etc. Donc plein d'informations très personnelles. Et surtout que donc, ce pass sanitaire, c'est à la fois le vaccin, le test PCR et le fait d'avoir été malade dans les 6 derniers mois. Et donc ça aussi, ça le révèle, du coup, lequel de tes des 3 possibilités tu as. Sachant que ce qui est un peu hypocrite dans la solution actuelle, c'est que en fait, on nous dit que ça marche que par feu vert ou par feu rouge, mais en fait, ce qui marche par feu vert ou par feu rouge, c'est l'application que sont censés utiliser les aéroports et les lieux de plus de 1000 personnes et demain les discothèques, et à partir de début juillet les discothèques, qui est l'application Tous Anti-Covid Vérif. Et cette application, effectivement, tu peux la télécharger, on pourra tester.
Et je l'ai fait moi sur mon papier. Effectivement, ça marque que feu vert ou feu rouge. Donc on se dit, bah très bien. Sauf que tu passes avec n'importe quelle autre application, là ça affiche toutes les données, quoi. Ouais, genre Donc, si quelqu'un demain développe une application avec, où tu peux flasher ce QR code et avoir toutes les infos. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Ouais. Il y a notamment il y a un site internet, un développeur de logiciel libre Oui, qui a fait ça. je doute que ça doit pas être très difficile à faire. Non, c'est comme un QR code. Hein, c'est lisible très facilement en fait. Il suffit d'avoir un appareil photo, ton smartphone, ou une caméra ou n'importe quoi. Et en fait, les données sont en clair, hein, sont pas du tout protégées. Okay. Donc tu lis directement les données. Et ce qui est problématique. Et donc là, c'est le gros problème de ce pass qui a relevé. Du coup, c'est la dose d'information. Et le deuxième problème dont tu nous parlais, c'était qui contrôle ça en fait. Oui, voilà, parce que en fait, c'est ça qui fait, moi je trouve un peu peur dans ce genre de solution et qui pour le coup, s'il me rappelle les fichiers de police, c'est qu'on le crée en disant non mais vous inquiétez pas, ça va concerner qu'une minorité de cas, qu'avec des personnes hyper assermentées, que au passage aux frontières. Au début, c'était que au passage aux frontières. Ce qui, après, dans un sens, n'est pas si mal au final. Oui, voilà. Puis après, on a dit non, mais pour les événements de 1000 personnes aussi, ça, on s'était arrêté là. Et là, il y a 2 jours, on a appris pour les discothèques, qu'est-ce que ça va être demain, quoi. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a l'outil, moi, je trouve toujours ça dérangeant quand on crée l'outil avant d'en avoir les usages, quoi. Et là, on a créé l'outil et on est en train d'enrichir progressivement les usages. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je prends souvent l'exemple parce que je trouve qu'il est hyper révélateur dans le fichier, notamment le fichier des empreintes génétiques. Quand il a été créé à la fin des années 90, c'était un gros truc, quoi. On créait pour la première fois un fichier des empreintes génétiques. Enfin, c'était un peu l'affaire du siècle, quoi. Et du coup, on l'avait réservé qu'aux auteurs de crimes sexuels, ce qui par définition concernait, encore heureux, une toute petite partie de la population. Et en fait, d'année en année, on l'a agrandi. Et là, maintenant, tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, t'es soupçonné du moins de petits délits, hop, t'es mis dans le fichier, quoi. Ok. Alors que c'est pas du tout ça qui était conçu à la base. Et donc là, est-ce que ça va pas être ça demain ? Ben moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Oui, et puis surtout que vu que tu dis qu'apparemment tout le monde peut télécharger l'application Covid Verif. Tous anti-Covid Verif. Alors quand tu l'allumes, t'as un petit message qui te dit t'as le droit d'utiliser que si t'es dans les clous. Mais demain, un patron de bar qui veut pas que son truc ferme parce qu'il y a quelqu'un qui est malade ou quoi peut l'utiliser et peut se permettre. Alors il sera en infraction. Oui, voilà, évidemment, d'accord. Mais techniquement, oui, il peut. Ok. Ça fait un peu avez-vous plus de 18 ans ? Oui. Du coup, c'est là où ça pose le problème, c'est qu'au final, l'application est disponible pour tout le monde et tout le monde peut s'en servir sans forcément avoir le droit. De toute façon, même si tous anti-Covid Verif n'était pas disponible, une fois de plus, il est en clair. C'est pas du tout crypté les informations qui sont dans ce QR code. Donc en fait, avec n'importe quelle application de lecture, alors comme c'est pas exactement un QR code, mais ce qu'on appelle un 2D code, c'est un truc un peu bizarre, un data matrix, il faut une application spéciale. Ouais. Donc ton application de lecture de QR code classique peut pas marcher, mais par contre, il y a plein d'applications qui marchent et voilà. Donc demain, tout le monde peut contrôler tout le monde en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et rien ne va t'empêcher, par exemple aussi. Alors même si une fois de plus, ça, en fait, rien ne t'empêche à part la loi, mais je veux dire techniquement quoi. T'organises une petite soirée chez toi, t'as pas envie d'avoir de problème avec ça et tout ça. Tu demandes à tous tes invités quand ils entrent de te présenter le truc quoi. Ah ouais. Sauf qu'en même temps, du coup, tu vas avoir plein d'informations sur tes invités. c'est un peu problématique. J'invite 100 personnes chez moi, je peux flasher tout le monde. Il y avait une petite question là qui est assez pertinente, je trouve. Peut-on imaginer qu'à terme, il y aura des passeports internationaux intégrant nos vaccinations ? Et dans ce cas, quelles seront nos libertés de circulation dans les pays où les vaccins ne sont pas disponibles pour l'ensemble de la population ? Alors, mais c'est un gros problème. Et d'ailleurs, l'OMS a mis en garde là-dessus, sur les inégalités créées par le fait d'avoir des obligations vaccinales de voyage. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le vaccin en France, nous, il est assez disponible, mais c'est pas en Europe plutôt. Mais c'est pas le cas de plein de pays africains, c'est pas le cas de plein de pays asiatiques. Enfin, donc, il y a un vrai problème d'inégalité mondiale. Et alors, sur le fait de le lier au déplacement transfrontalier, en fait, il y a vraiment deux questions là. Il y a la question de l'outil et la question de ce qu'on fait de l'outil. Et la question de ce qu'on fait de l'outil, c'est effectivement une difficulté parce qu'aujourd'hui, il y a des pays pour lesquels la vaccination obligatoire, si tu vas en Guyane, il faut être vacciné contre la fièvre jaune, par exemple. Et ça se présente juste sous forme soit d'un certificat de vaccination, soit dans ce qu'on a appelé le carnet jaune, qui est un carnet de vaccination de l'OMS. Mais tout ça, c'est du papier, en fait. Et tu vas juste présenter. C'est toi qui décides à qui tu le montres. Voilà. Et du coup... en fait, tu ne décides pas à qui tu montres. Non, mais tu le montres à l'entrée au douanier ou un truc comme ça. Ça. Ouais, mais d'une certaine manière, c'est quand même toi qui le montres parce que tu dis, tu le montres au douanier qui, lui, voit ça, il fait OK, tu peux rentrer sur le territoire. C'est pas quelqu'un qui va le. Enfin, c'est un peu le problème, j'ai l'impression qu'il y a avec les données, c'est que tout le monde y a accès en fait. Oui, bien sûr. Oui, et puis tu montres le papier et c'est tout, tu t'en vas. Alors que tu montres l'application, il y a un truc un peu, moi, que je trouve un peu drôle avec tous anti-Covid Verif aussi, c'est qu'ils ont voulu interdire les captures d'écran. Ce que je comprends pour éviter le truc. Sauf que ça marche sur Android,
Mais sur Apple autorise pas d'interdire la capture d'écran. Donc en fait, Yes. si tu as l'application Tous Anti-Covid Verif sur ton GSI sur ton téléphone, tu peux très bien faire une capture d'écran. C'est juste que ça t'affiche un message qui te dit c'est pas bien, t'as fait une capture d'écran, mais t'as le droit de la faire, quoi. Donc, On dirait Adopi, quoi. Oh là là, c'est pas bien de télécharger. c'est un peu ça, quoi. Donc oui, non, c'est un vrai problème, quoi. Si ça se généralise pour passer les frontières, c'est un vrai problème. Oui, le truc, c'est que tu disais, voilà, il y a des vaccins qui existent pour aller dans certains pays, Ouais. genre type alors fièvre jaune, des trucs comme ça, où tu es obligé de te faire vacciner pour aller dans certains pays, Ouais. mais ça reste certains pays, entre guillemets. Oui, ça reste certains pays et des vaccins très accessibles pour le Oui, coup. voilà, c'est ça. Alors que là, c'est un vaccin mondial pour qui, globalement, ce qu'on entend, c'est pour passer chaque pays, il va falloir plus ou moins montrer un Oui. passeport, quoi. C'est ça. Et puis alors surtout, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que on dit qu'il y aurait avec le pass sanitaire, on dit qu'il y aurait une égalité, c'est-à-dire que t'es pas obligé de te faire vacciner pour aller. Par exemple, cet été, t'as envie de partir en Italie, t'es pas obligé de te faire vacciner. Tu vas présenter ton pass sanitaire et dans lequel il peut y avoir un test. Oui. Sauf que le problème, c'est que le test en France, il est gratuit déjà, mais pas en Italie. Alors qu'il faudrait que t'en refasses un pour revenir en France. Qui coûte une blinde en plus. Voilà. Et imagine, il est positif. Tu te prends 15 jours de quarantaine en Italie qu'il va falloir payer, quoi. Ouais, donc le vaccin, c'est pas obligatoire, mais c'est plus pratique, quoi. Ah bah nettement plus pratique. Ouais. Donc, Mais ça, de toute façon, alors moi, sauf, enfin, je parle encore à titre personnel, quand ils ont annoncé dès le début de la crise qu'il allait avoir un vaccin, mais qui serait pas obligatoire, tu te dis quand même, genre, une maladie qui a Oui. enrayé complètement, Qui a stoppé qui a l'humanité. stoppé l'humanité pendant un an. Un vaccin pas obligatoire, ça va être très nuancé, quoi. Mais c'est Genre, liberticide. non, mais surtout qu'en plus, oui, voilà, c'est assez hypocrite sur ça. Et puis on a utilisé, mais comme pour tous anti-Covid, beaucoup ce qu'on appelle les nudges. C'est-à-dire l'idée de nudge en anglais, ça veut dire coup de coude, et vraiment cette idée de genre, je te pousse sans t'es pas obligé, mais fais-le. t'es poussé, voilà. Ouais. Et c'est tous les trucs aussi, on a vu pour tous anti-Covid, par exemple, ils ont fait toute une campagne en disant X millions de personnes ont déjà téléchargé l'application. Bah, ça, c'est typiquement du nudge. Oui, en c'est fait, genre, quoi. allez, vous voyez que tout le monde le fait. C'est ça. Mais je pense que c'est exactement. pour ça que de moins en moins de gens ont peur pas du vaccin, pardon, mais du pass, justement, Ouais. du passeport. C'est ça, parce que voilà, on te pousse en te disant il y a tant de personnes, ça marche, vous voyez, et puis tu as accès à des avantages. Voilà. Ouais, J'ai même sûr. vu qu'à Bordeaux, il y avait un bar qui t'offrait une bière si tu étais vacciné. Par exemple, normalement, c'est à la limite de la légalité. Enfin, Ouais, voilà, je c'est- suis pas un spécialiste de c'était- matière, mais C'était nu. ouais, il me semble même que c'est pas très légal parce que Ouais. c'est faire une discrimination sur l'état de santé en fait. Quoi. Après, Ouais, comment complètement. il vérifie? Bah, Avec justement, le- par ton. Ah Et oui. Ah bah ça, c'est pas bien. C'est ça, je m'en disais, genre, ah oui, effectivement, c'est pas très bien. Je sais pas si t'as d'autres questions là-dessus. Si j'allais. Attends, non, vas-y, enchaîne. Parce que moi, je serais chaud d'enchaîner sur. Alors, effectivement, là, on part du principe que tout est pourri, tout est naze et que. Ah, j'ai pas dit ça. Ah oui, ouais, j'allais rebondir En fait, sur ça. la question maintenant, c'est. Bah, alors, du coup, dans un monde parfait, quelle serait la meilleure solution Putain. pour ce passeport vaccinal? C'est exactement la question que j'avais oubliée. Mais c'est beau. Non, mais c'est vrai. Hyper. Justement, je me suis dit, ouais, Je voilà. suis éternellement Est-ce optimiste. est-ce qu'il y aurait des solutions plus. Oui, je pense il faut. Enfin, j'y connais pas grand-chose en informatique. Il faut écouter les spécialistes en informatique, mais je crois qu'il y a des solutions techniques qui existent pour protéger mieux les données. Hein, ne serait-ce que ça déjà, faire en sorte que, parce que là actuellement en fait, ton pass sanitaire, comment ça se passe, c'est qu'en fait, c'est grâce au fichier SIDEP qu'il est généré, puisque pas au fichier SIDEP, pardon, fichier ASI vaccin Covid si c'est un vaccin et SIDEP si c'est un test, qu'il est généré, mais après il est indépendant de ce fichier. Les données sont contenues, comme on disait, directement dedans. Alors qu'on pourrait imaginer que ce soit juste le QR code permet juste un renvoi sécurisé vers ces fichiers qui vérifie en temps direct en gros ton état vaccinal ou de test dans ce fichier, mais que du coup ce soit sécurisé une fois de plus et donc ce soit lié à une authentification par exemple de la personne et que du coup toi et moi on puisse pas accéder au truc, Bah oui. mais uniquement les personnes authentifiées qui puissent vérifier ça. Ça c'est tout à fait possible. Ou que ça crée le feu vert ou le feu rouge avec une consultation directe du fichier une fois de plus et sans avoir les données en local entre guillemets, c'est-à-dire dans le QR code. Donc techniquement ça c'est pas mal. Et est-ce qu'une solution anonyme justement de est-ce que tu t'es fait vacciner ou pas, qui est que toi, parce qu'on reprend l'idée du carnet de santé. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas avoir, enfin c'est un peu, ça va être un peu con ce que je veux dire, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un carnet de santé même numérique, tu vois, genre juste vraiment à toi en fait. Bah en fait, le gros problème, et c'est pour ça qu'on a fait des fichiers comme ça nationaux, c'est la falsifiabilité, quoi. De Ouais. dire, voilà, tu peux très bien créer ton propre certificat, du coup, si t'as pas de vérification, tu vois, de base externe. Et donc, il y a le problème des faux, parce que c'est ce qui commençait à se développer sur les tests. Oui. C'est-à-dire que tu pouvais acheter sur Snapchat, tu peux, je sais pas, peut-être toujours, acheter sur Snapchat à 300-400 € un test
négatif. C'est cher. Et qui te permet de. C'est vrai. C'est très cher. Et qui te permet de franchir une frontière, quoi. Ah ouais. Alors que Photoshop. Mais c'est justement, voilà, même ça, quoi. Clairement. Mais c'est Donc, ça. c'est pour lutter contre ça qu'il y avait cette idée. Mais il y De a plein passer par le d'autres numérique. solutions. Voilà. Ouais. Mais il y a plein d'autres solutions. Mais ce qui est un peu dérangeant aussi parfois, c'est que on a l'impression parfois que le papier a l'air moins sécurisé que le numérique. C'est un peu contradictoire ce que je veux dire, mais par exemple sur l'histoire des carnets de rappel, on n'en a pas trop parlé encore, mais maintenant, tu es censé, quand tu vas dans un bar, pas en terrasse, mais à l'intérieur, dans un resto, tu es censé laisser ton nom, ton prénom et ton numéro de téléphone pour que si jamais il y a un cas Covid, on te dise, on te rappelle, quoi, en tant que contact. Mais tu peux aussi passer l'application Tous Anti-Covid. Et en fait, à ce moment-là, ça enregistre de ta présence dans le truc, pour le coup, de manière complètement pseudonymisée, mais de manière très forte, parce que c'est sous forme d'identifiant aléatoirement calculé. Enfin, pour le coup, c'est vraiment très sécurisé. Il n'y a pas beaucoup de chances que on puisse te retrouver comme ça, quoi. Alors qu'en papier, si tu me laisses ton nom, ton prénom et ton numéro de téléphone, théoriquement, le gérant du bar ou du resto est censé garder le papier caché tout le temps, ne te faire que signer machin, mais qu'est-ce qui va se passer dans la pratique? Tu vois la feuille qui va... sur un bar, il Voilà, est c'est sur ça. le truc et vous remplissez dès que vous rentrez. C'est ça, Ouais. et la feuille. Et donc, en fait, si tu as envie de prendre le numéro de téléphone de la personne au-dessus, non, mais tu peux carrément. C'est vrai, ouais. J'avais pas du tout fait ça. Et ça, c'est problématique aussi, quoi. Ouais, donc là on a Donc, un exemple où le papier est un peu C'est plus ça. dangereux. C'est pour ça qu'il faut être nuancé. Je dis pas qu'il faut revenir au papier pour absolument tout. Non, et tout bien ça, sûr, bien sûr. Je suis en train de me faire la réflexion le nombre de charros qui ont dû récupérer Ouais, les c'est numéros de ce que- téléphone de la meuf exactement devant. ce que j'ai- C'est clair, mais on est d'accord. Mais ouais, du coup, la solution et ce qui a voulu être mis en place, alors je vais dire des grosses conneries, je pense, mais par le Parlement ou par des sénateurs, je sais plus, qui ont justement dit que le pass sanitaire était justement, il y avait trop de données. Ouais. Et du coup, ils ont voulu revenir un peu en arrière sur on Oui, met mais moins de données. Il y a eu un un petit clash, clash à ouais, c'est l'Assemblée nationale, puisque même je sais pas si tu te souviens, mais c'était en fin de journée, le pass a été rejeté par. C'est l'article 1 de la loi sortie d'état d'urgence sanitaire là, qui a été votée il y a quelques semaines. L'article 1 a été rejeté par l'Assemblée nationale. En fait, c'était les députés Modem qui font partie de la majorité qui avaient rejeté parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties. Et donc l'article a été réécrit. Et effectivement, si tu vas voir aujourd'hui l'article 1, je crois que c'est la loi du 31 mai 2021, ça a l'air hyper sécurisé. Donc ça veut dire que le Conseil d'État pourrait dire effectivement attention, pouvoir exécutif, vous avez mal fait votre boulot, quoi, c'est pas respectueux de la loi. Après, le problème, et c'est ce qui est très bien expliqué dans l'émission là, dont tu parlais, le problème c'est qu'effectivement le Conseil d'État, lui, ne sanctionne que lorsque c'est vraiment manifestement illégal. Et là, c'est un peu illégal. Voilà, là c'est un peu illégal, surtout que le gouvernement va très facilement se défendre en disant mais regardez, on a tous anti-Covid vérif qui n'affiche pas de données. Oui. Voilà, sauf que c'est complètement hypocrite puisqu'il suffit d'une autre application. mais c'est sûr qu'ils vont se défendre comme ça, quoi. Ok. Et donc c'est pas certain que le Conseil d'État retoque le truc. Donc il y a ça, et en plus avoir des gens qui contrôlent ce pass plus Plus formés, limitativement énuméré, oui. Mais tant que c'était les passeports, et même on aurait les événements de plus de 1000 personnes, il n'y en a pas non plus tant que ça, quoi. Oui. Donc, mais les discothèques, c'est déjà autre chose parce qu'il y en a quand même un Oui, certain puis en nombre. plus, comme tu l'as dit, genre l'effet, c'est que demain, les bars aussi vont le faire, quoi. Oui, c'est clair. Ok. Et même les fêtes privées, hein. Moi je serais prêt à parier que voilà, des gens vont se dire moi j'ai pas envie de prendre de risques. Oui, bien sûr. Ah, moi, c'était déjà arrivé avant qu'on ait le troisième confinement. J'avais un pote qui avait voulu organiser une soirée. Il a dit il y aura je sais pas du tout comment il a voulu organiser ça, mais il a dit il y aura une nana à l'accueil, une infirmière. Et qui fera des tests à tout le monde. Non, mais carrément. Bah après, il y avait combien de personnes? Parce que si vous étiez 10, c'est con. Mais Mais- était 600, bon. Non, je pense qu'on était plus sur une soirée, tu vois, genre à 20-30 personnes. Mais c'est Ouais, qu'en même. fait, ils voulaient pas de risque. Ils voulaient être en mode, voilà, comme ça, on se c'est super cher. Hein. Alors, ça s'est pas fait au final. Parce que du coup, on s'est fait confiner la gueule. Mais Mais moi, nous, on a eu organisé des soirées. On n'avait pas très le droit d'ailleurs, je suis en train de le dire, mais genre, et en gros, on en live sur demandait- Twitch. Non, mais ça va, c'est passé. Et en gros, on demandait aux gens, si possible, de faire un test avant. Ouais. Mais genre, on n'allait pas demander le papier, tu vois. Oui, Ouais. voilà, mais tu fais confiance, c'est des potes. C'est ça. Quoi. Non, mais oui, mais genre, c'est juste parce que comme tu sais, on était en plein dedans et on savait pas trop encore que. Pour le tournage aussi qu'on a fait il y a pas Mais longtemps. le tu m'avais tournage, demandé, c'est parce que justement, j'avais vu moi que sur des gros tournages, alors on n'a pas la prétention Ouais. d'être des gros tournages, mais sur les gros tournages, pour que justement t'aies pas besoin d'avoir en gros tout le temps à mettre, tout le temps à être en danger ou quoi, genre ils disaient, vous faites un test avant et puis voilà, vous en faites. Ouais. Et c'est arrivé dans l'industrie du cinéma où ils engageaient dans le budget ciné, t'avais un budget Covid avec un infirmier qui faisait des tests soit le matin et soir, je et crois.
avec des masques, avec du gel et tout ça. C'est devenu un gros budget dans certains trucs. Quoi. Et même dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises aussi, bien sûr. Budget, hein. On a une question de Quentin qui voulait savoir pourquoi il y a autant de défiance vis-à-vis de l'application Tous Anti-Covid pour la sécurisation de données, alors qu'avant on ne s'en souciait pas plus que ça. Alors, en vrai, Tous Anti-Covid, pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, Tous Anti-Covid n'est pas si mal que ça, déjà. En plus, c'est bien fait, en vrai. Franchement, je ne l'ai pas. Donc, Mais c'est-à-dire que, disons que c'est la moins pire des applications possibles qu'on aurait pu faire. C'est-à-dire que ce qu'on peut critiquer, c'est le principe qu'on ait fait une application. Ça, c'est ce qu'on revient tout à l'heure, solutionnisme technologique, idée qu'on recourt à la technologie. Ok. Mais à partir du moment où on disait qu'on faisait une application, franchement, c'est la moins pire. C'est-à-dire qu'elle est quand même très sécurisée. On ne fait pas appel aux GAFAM. Le système d'identifiant aléatoire, etc., est quand même pour le coup, très sécurisé. Franchement, il n'y a pas grand-chose à reprocher à l'application. Le protocole dit Robert, qui gère le truc, a été développé par l'INRIA, qui a un bureau à Bordeaux notamment, mais qui est national et qui est pas connu pour être nul. Voilà. Donc franchement, moi j'ai plutôt confiance dans l'application. Par contre, on a beaucoup moins parlé des fichiers dont je parlais tout à l'heure, et c'est les fichiers le problème en fait, à mon avis. Pas Tous Anti-Covid. C'est pas l'application qui est le problème. Non, enfin voilà, une fois de plus, moi je l'ai pas installé parce que pour moi il y avait le problème on n'a pas à recourir à la technologie pour ça. Mais en termes de si on accepte le principe de l'application, franchement, pas grand chose à lui reprocher quoi. Elle est vraiment pour le coup très sécurisée quoi. Et donc à mon avis, s'il y a eu autant de défiance, déjà c'est un peu comme le pass sanitaire, c'est que il y a eu beaucoup de défiance au début, mais quand même de moins en moins. Et surtout que là aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'application on est en train d'en faire un couteau suisse. C'est-à-dire que avant elle servait que pour les cas contacts. Ensuite on a ajouté, c'est comme ça qu'elle est devenue Tous Anti-Covid, le fait d'avoir des informations. C'est-à-dire qu'on peut savoir combien il y a de cas dans ma région, machin. Voilà. Moi j'avoue, je l'ai téléchargé quand on pouvait directement faire des attestations. Voilà, on a rajouté ça. Avant je l'avais pas, et genre quand j'ai vu que je pouvais faire une attestation directe, j'ai fait. Mais je comprends complètement. Et maintenant, on a rajouté Tous Anti-Covid carnet dedans, c'est-à-dire le fameux pass sanitaire. Donc en fait, on est en train d'en faire vraiment un couteau suisse de la crise sanitaire. Et les téléchargements s'envolent, puisque là, on est à un peu plus de 20 millions de téléchargements, alors qu'au début, ça ramait. Les premières semaines, c'était un peu... Donc je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a encore autant de défiance quand même qu'il y a eu sur l'application, quoi. Moi, j'ai entendu qu'ils allaient rajouter une option Tinder pour que tu puisses rencontrer les gens vaccinés de ta région. Je te voyais préparer une vanne. Franchement, t'es en train de frotter ton stylo. Je l'ai. Ouais, donc par rapport à la question de Quentin, il y a pas tant de défiance que ça. Il y en a eu beaucoup, c'est clair. Parce que aussi, ce qui a fait très peur, c'est les exemples à l'étranger, parce que il s'est fait des choses en Israël, par exemple, ou en Corée du Sud, où les applications étaient autrement plus intrusives. C'est-à-dire que là, c'était du genre faire un selfie chez toi, et si tu fais pas de selfie quand t'es confiné, et si tu fais pas de selfie, t'as la police qui débarque au bout de 10 minutes. On avait des choses comme ça. On était quand même très loin de ça. Donc mais il y a eu un peu la peur de tout ça, je pense. Non, pas un pays, alors comme ça j'ai envie de dire Singapour, mais je suis pas sûr, qui avait connu une crise épidémique et qui avait mis tout ça en place, qui a du coup plutôt bien géré la crise Covid. Mais ouais, du coup, eux, pour le coup, les libertés, c'était moins ça. Oui, et puis justement, ça c'est typiquement le genre de pays, ça s'est passé aussi en Israël, et c'est hyper intéressant, moi, pour le coup, pour ma thèse, c'est que du coup, il s'est développé cette application, plein de fichiers de la crise sanitaire. Et là, aujourd'hui, maintenant, alors je crois que c'est en Israël surtout, la police est autorisée à accéder aux données de toutes ces applications pour des enquêtes. Voilà. Pour savoir où t'étais, machin. Et avec qui t'étais. Et dans là, du coup, ça repose aussi la question de la neutralité de la police, quoi. C'est-à-dire qu'à quel moment on va autoriser des policiers à aller là-dedans, toutes ces données-là. Et puis, en termes de... C'est ce qu'on appelle un détournement de finalité, il n'y a pas d'autre terme. C'est ce que tu expliquais dans l'épisode. C'est ça. Ça a été conçu pour quelque chose, et on l'utilise pour quelque chose d'autre. Et ça, normalement, on n'a pas le droit. Mais comme pour les empreintes digitales. C'est exactement pareil. Mais comme pour les fichiers de police en général, moi, ce que j'expliquais dans l'épisode, c'est qu'on les a créés pour... en gros lutter contre le crime et trouver des suspects dans les enquêtes. Et maintenant c'est un raccourci. Et en fait, et maintenant surtout on l'utilise pour trouver un job. C'est-à-dire qu'il y a plein d'emplois où il faut faire une enquête administrative avant. Et en gros, si tu es présent dans le fichier, t'as pas le droit d'avoir l'emploi. Ah oui. Et ça, c'est pareil, c'était pas du tout prévu à la base pour les fichiers. Ça a été rajouté. Et là, moi, c'est ce qu'on peut un peu aussi se comporter. Il y a vraiment un rapprochement de façon entre sanitaire et sécuritaire qui est vraiment hyper intéressant, je trouve, à faire.
Oui, parce que là, tu dis, par exemple, pour avoir un job, si tu as, si t'es dans un fichier, si t'es dans un fichier de police, par exemple, et qu'ils peuvent pas te prendre dans le job, Ouais. pour un fichier sanitaire, ça peut être vis-à-vis d'une assurance maladie. Du coup, tu peux ne Ouais. pas souscrire à une assurance maladie ou alors payer une blinde si, par exemple, t'as pas été vacciné. Ou un truc Ça, comme ou ça. même, qu'est-ce qui va empêcher? Alors, légalement, il n'a pas le droit, une fois de plus, mais qu'est-ce qui va empêcher un Ouais. recrutement, par exemple, qu'on me dise alors, est-ce que vous êtes vacciné? Et si oui, prouvez-le-moi, quoi. Montrez-moi votre passe Oui, non, mais sanitaire. évidemment. Ouais. Et, il sera complètement dans la légalité, l'employeur qui commet une discrimination en fonction de l'état de santé, ce qui est strictement interdit. Mais si ça reste dans le huis clos de l'entretien d'embauche, ça va clairement se passer, quoi. Donc la défiance, elle est plus au niveau de ce qu'il y a dans les fichiers que dans l'application. Hein, en Ouais. fait, Oui, pour moi, oui, clairement. Et justement, c'était un peu pour moi, j'ai regretté qu'on ait parlé autant de tous anti-Covid à l'époque Stop Covid, parce que en fait, du coup, on parlait pas du tout de SIDEP et Contact Covid, qui était pour moi le vrai problème, quoi. Et pourquoi, est-ce que tu aurais une explication à pourquoi on se pose la question sur tous anti-Covid et pourquoi on ne se pose absolument pas la question pour des réseaux sociaux, pour d'autres plateformes sur lesquelles là par contre ça vole des données à balle, quoi. C'est un peu la sempiternelle question de tiens, on se réveille sur un truc. Pourquoi, Ouais, voilà. pourquoi un truc du gouvernement serait plus dangereux que Parce que moi, Google, quoi. Pour le coup, justement, j'étais un peu dans ce. Avant de me renseigner dessus. D'ailleurs, j'ai énormément du mal à prendre une position sur le passeport sanitaire ou quoi. Ouais, moi non plus. De J'ai trop du mal. Je suis pas du tout. toute façon, c'est pas moi qui dois décider. Donc Non, ça non, me mais va. c'est ça. Très bien. Je sais vraiment pas. Et je pense que, effectivement, genre, nous, on balance des données à tort et à travers, genre sur Ouais. Facebook, sur des complet. jeux, sur des trucs comme ça. On s'en fout complètement. Mais là, c'est nouveau. C'est la santé, c'est le gouvernement qui prend cette décision. D'habitude, quand c'est Facebook ou des trucs comme ça, c'est des entreprises, genre c'est glissé dans un formulaire que tu lis pas. Là, c'est genre, c'est médiatisé. Il y a beaucoup de trucs. Du coup, on se pose la question. Et tant mieux qu'on se pose la question, je pense, pour ce genre de choses. Mais on doit se la poser aussi pour les entreprises privées. En fait, Complètement. pour moi, c'est Ouais, pas ouais, du bien tout, c'est pas du tout contradictoire, quoi. C'est-à-dire que il faut faire attention à ces données personnelles, que ce soit une société privée ou que ce soit l'État. Après, le problème est quand même différent parce que la société privée, je veux dire, même s'il y a effectivement une forme de pression sociale, il faut aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux ou autres, tu peux quand même ne pas l'utiliser. SIDEP, Contact Covid, t'es obligé de l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas te faire vacciner, tu peux pas dire non, c'est pas la peine, me notez pas dans le fichier, quoi. Ouais. T'es obligé dans le fichier et il n'y a aucun consentement, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a un degré de vigilance encore plus. Et puis, il faut aussi se méfier, je veux dire, il y a les sociétés privées bien sûr, mais l'État aussi. C'est-à-dire que moi, ça me ferait très peur que l'État ait des fichiers, des choses qu'il a déjà, mais je veux dire, il faut, en fait, aujourd'hui, on peut faire confiance à c'est l'argument notamment que développe François Pellegrini, là, qui est vice-président de la CNIL et prof d'informatique, c'est que si les fichiers de police avaient existé dans les années 40, les nazis s'en seraient servis à cœur joie, quoi. Ouais. Et donc il y a un peu cette idée qu'il faut faire attention à ce que l'État crée, parce qu'aujourd'hui on est en démocratie, tout va bien, on a pas du tout un pouvoir autoritaire qu'on peut critiquer, mais on est en démocratie, quoi. Demain, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes nos données, quoi. Ouais, mais c'est ce que. Alors là, je reviens vachement plus en arrière. Ouais. C'est ce que j'avais entendu dans l'émission que tu nous avais envoyée. Ouais. C'est le gars qui parle de ça. Dès le début, il dit de toute façon, les fichiers. C'est un problème. C'est dangereux. Ouais. Alors, je sais pas si c'est complètement une prise de position et une opinion, mais il disait les fichiers sont dangereux parce qu'à partir du moment où un fichier existe, en fait, la discrimination peut exister. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où, et surtout, en fait, une fois de plus, on crée un fichier en ayant un usage en tête et en ayant des finalités en tête, mais une fois que le fichier est créé, tout est possible, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, faut pas oublier que, en fait, on défend souvent un fichier par sa finalité, ce qui est très dangereux, parce que les finalités peuvent évoluer. Il faut étudier le fichier pour ce qu'il est vraiment, quoi, et pour les données qu'il a, et pour ce qu'il comporte, et pas pour ce qu'on lui fait vendre. C'est pour ça aussi que ça me dérange un peu l'argument de dire que tous les fichiers là étaient absolument utiles pour la crise sanitaire, etc., ce que je ne conteste absolument pas, effectivement, en termes de suivi de personnes, voilà. Mais ça crée un précédent et ça crée des données. Et ça oui, crée et comme tu dis, c'est pas un truc qui demain va s'arrêter, quoi. C'est ça. Surtout qu'on fait que de repousser l'échéance de ces fichiers. C'est-à-dire quand SIDEP et Contact Covid ont été... Alors c'est parce que la crise sanitaire s'éternise aussi, hein, bien sûr. mais quand SIDEP et Contact Covid ont été créés, au départ, c'était 3 mois.
Puis après, alors, les fichiers continuent d'exister aujourd'hui. Et puis surtout aujourd'hui, ce qui n'était pas prévu au départ, aujourd'hui, toutes les données de SIDEP Contact Covid et SI Vaccin Covid vont être aspirées par le Health Data Hub. Et là, pour le coup, avec des délais de conservation, alors pseudonymisés, on revient sur le débat tout à l'heure, mais des délais de conservation très longs. Mais oui. Et ça, on n'a absolument pas de... J'avais eu, moi, c'était assez drôle, j'avais eu un débat avec je crois que c'est le président honoraire de la Fédération des médecins, Jean-Paul Hamon, qu'on voit parfois sur les médias, et qui découvrait en direct à la radio le fait que les données étaient transférées ensuite dans le Health Data Hub, alors qu'il utilisait les fichiers au quotidien, quoi. Donc il y a aussi un problème d'information de ce genre de fichiers, quoi. Donc en fait, je pense que une fois de plus, il faut avoir une position nuancée. Je ne suis pas du tout en train de dire il faut abandonner tous ces fichiers. Juste, il faut avoir la vue d'ensemble et le tableau d'ensemble et prendre conscience de tous les enjeux, en fait. Oui, il faut. En fait, ce qui est hyper intéressant d'entendre parler de ça et du parallèle sur ta thèse, c'est que c'est plein de solutions qui sont contestables. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont bien créées, il y en a qui sont utilisées très vite et mal utilisées. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut derrière, c'est des gens qui arrivent à cadrer tout ça. Et j'ai l'impression que c'est des gens comme toi, en fait. Parce que toi, tu travailles sur les fichiers de police d'une part, mais il va certainement avoir un jour. Alors, je sais pas s'il y a que des doctorants qui vont travailler sur ça, mais au moins un doctorant ou quelqu'un ou une entreprise, je sais pas, ou enfin. Mais moi, je pense que l'autorité de contrôle en laquelle j'ai le plus confiance, moi, c'est la CNIL, parce que la Commission nationale informatique et liberté, parce que je pense que c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante. En droit, ça veut dire qu'elle est complètement indépendante du pouvoir, qu'elle a son indépendance financière, son indépendance, enfin, voilà, qu'elle a son indépendance de moyens, et elle est vraiment une autorité extrêmement importante. Le problème en France, c'est qu'elle est extrêmement sous-dotée, puisque oui, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce qu'il disait dans le c'est terrible quand tu regardes la comparaison, parce que chaque pays, au moins européen, a son autorité, l'équivalent de la CNIL, quoi, de protection des données. Et en termes de budget, on est quasiment à la hauteur, si tu prends par habitant, on est à la hauteur des pays comme la Roumanie ou autres à peine, quoi. L'Allemagne dépense 2 fois plus que nous par habitant en termes de données personnelles. Ouais, c'est énorme. Donc il y a vraiment un problème. Après, sur ça. ils sont 2 fois plus nombreux, donc. Non, pas tant. Et puis par habitant. J'ai un doute. Par habitant. Ah oui, par habitant, pardon. Ouais. Mais c'est impressionnant de garder ça en tête, qu'il faut une autorité administrative comme ça. Parce que là, je vois que se pose la question aussi de qu'est-ce qu'on fait, comment on les détruit. Comment on les détruit. Qui vérifiera que c'est détruit? Une autorité comme la CNIL. Okay. Mais donc, pour ça, il faut de l'argent, il faut des gens aussi. Parce pour ça, il faut de l'argent. Il y avait quoi, 200 personnes? Moins de 200 personnes. En fait, il y a une vingtaine. Surveiller Internet. CNIL, oui, c'est ça. Et le privé et le public. La CNIL a des missions à la fois sur tous les fichiers publics et tous les fichiers privés. Donc, c'est un truc de fou. La CNIL, c'est effectivement une vingtaine de ce qu'on appelle de commissaires qui sont nommés par le président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre. Et il y a ensuite toute une équipe de fonctionnaires, mais ils sont effectivement très très peu nombreux. Ils doivent être 150 à tout casser. Donc ils sont effectivement très très peu nombreux. Il faut qu'ils gèrent tout ça, il faut qu'ils fassent des contrôles sur place. Et pour la suppression des données, c'est effectivement une question hyper importante parce que ces fichiers devront voir leurs données supprimées, c'est sûr. Alors, les données pseudonymisées auront été transférées dans le Health Data Hub et là, ça va pour une durée quasi indéterminée. Donc ça, voilà. Mais les données nominatives, elles, devront clairement être supprimées. Et en fait, c'est tout simplement quelqu'un à l'assurance maladie qui va, j'imagine, cliquer sur le bouton et supprimer le truc. Mais il faut une autorité indépendante qui vienne sur place et qui voit de ses yeux le truc se supprimer, les données complètement supprimées et autres. Et ça, il n'y a que la CNIL qui peut le faire, quoi. Ouais. Donc là, pour toutes ces questions et ces nuances, il faut faire confiance à la CNIL et à ceux qui ont travaillé sur justement ces questions-là, quoi. Oui, voilà. Et il faut croire en la CNIL et faire. Enfin, en fait, même le gouvernement s'assoit un peu, mais tout gouvernement, pas ce gouvernement spécifiquement là, s'assoit un peu sur la CNIL, en fait, parce que ces avis sont pas contraignants pour le gouvernement et ces rapports sont pas contraignants. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un pouvoir de contrainte vis-à-vis du privé. C'est-à-dire qu'elle peut mettre des amendes très fortes. Elle a mis des amendes records à Google il y a quelques mois. Elle peut mettre des amendes très fortes et contraindre des acteurs privés, mais elle peut pas mettre d'amende à l'État et elle peut pas contraindre l'État. C'est ce que disait. Genre, si tu mets une amende à l'État, oui, mais c'est l'État qui paye l'État en fait. Donc ça n'a pas de sens. Mais du coup, le problème, c'est qu'elle a pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis de l'État. Et c'est très spectaculaire pour les fichiers sanitaires parce que si tu regardes les avis de la CNIL, notamment sur le pass sanitaire, les avis sont très réservés. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas c'est pas bien, mais elle dit que voilà, il faut faire attention à ça, faire attention à ça, faire attention à ça. Voilà, elle pointe plein de choses et en fait, elle n'est pas du tout écoutée, quoi. Donc moi je pense qu'il faut vraiment la bonne réforme pour moi dans tout ce domaine-là, si on finit sur un mot positif, ce serait de renforcer vraiment le rôle de la CNIL parce qu'il faut qu'on ait une autorité forte et qui puisse vraiment être un rempart, quoi, face au développement de tout ça. Ok. Eh bien écoutez, ça fait 1 heure que nous parlons.
Est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près le tour du sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter peut-être Alors sur moi, tout ce qu'on a dit moi, si je peux dire quelque chose que je retiens de tout Non. ça m'a pas forcément. Allez, bonsoir à tous. Non, mais moi, ça m'a pas. On va dire, ça m'a pas plus avancé dans mon Ah, merde. avis. Non, non. dans ce que je pense fondamentalement Ouais. du pass sanitaire et tout, parce que je suis très encore tiraillé entre. Il faut qu'on s'en sorte. Du coup, il faut que ce vaccin soit obligatoire. Mais comment est-ce qu'il peut être obligatoire? Enfin, tu vois, il y a des vaccins. Comme on disait tout à l'heure, il y a des vaccins, il y a des choses qui sont obligatoires, qui existent déjà. Et ça pose aucun problème, et même au niveau des données personnelles, ça pose aucun problème. Là, il y a un vrai problème, et du coup, ça m'éclaire beaucoup. Mais je pense qu'il faut encore pas mal de réflexion, et on est encore vraiment, j'ai l'impression, dans le jus. Mais ça me dépasse tellement que je me dis, j'espère que quelqu'un, justement, va revenir sur les textes qui ont été faits, et va faire quelque chose de plus cadré, Ouais, comme tu nous complet. disais, tu vois. Donc moi, c'est ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on n'est pas encore dans quelque chose qui est hyper sécurité au niveau des données personnelles, quoi. Loin de là. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'on a créé les choses dans l'urgence de la Ouais, c'est crise ça, ouais. aussi. Et que, en fait, évidemment, dans le scénario EDA, il aurait fallu prendre beaucoup plus de temps pour réfléchir à tout ça. Mais, une fois de plus, je pense que, moi, tu vois, ma position personnelle, en fait, est assez nuancée derrière toutes ces critiques. C'est-à-dire que je pense que on peut avoir une forme d'attestation un peu vérifiée et tout ça, mais beaucoup plus respectueuse de données personnelles, limitée en termes de gens qui peuvent y accéder, limitée Moins en termes de discriminante, lieux, tout voilà, ça, quoi. etc. Enfin, il y a plein en fait, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, quoi. On Ouais. peut vraiment avoir une solution beaucoup plus réfléchie, à mon avis. Mais pour ça, il faudrait avoir un vrai débat. En fait, ce qu'on n'a pas trop eu sur le pass sanitaire, c'est ça. parce que le débat s'est très vite cristallisé entre je suis pour, je suis contre, quoi. Alors qu'il y a aussi, je trouve l'idée intéressante, mais il faut travailler sur le truc, quoi. Et ça, c'est le vrai problème de toutes les Tu décisions. veux dire que la société est manichéenne? Non, mais ouais, c'est vrai, c'est un gros souci de prendre les Ok. décisions. Ouais. Bah, de toute façon, effectivement, comme tu dis, Jean, moi je suis pas encore complètement bien fixé sur l'idée de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quelles sont les solutions. L'idée, c'est que je pense qu'il faut vraiment continuer à laisser entendre autant les personnes de droit qui vont du coup nous se poser toutes ces questions de liberté que les informaticiens qui vont dire bon, bah, quelles sont les solutions techniques qu'on peut apporter et espérer que voilà, le gouvernement sache prendre en compte tout ce qui a été dit jusqu'à présent pour trouver la meilleure solution. Ouais. Après, comme tu disais, on n'est pas non plus les pires Non. dans cette situation-là. C'est Ouais, mais il faut pas un bon des fois début, pas se satisfaire mais de pas être les bien pires, sûr, comme tu disais. exactement. Mais de toute façon, tout peut être remis en question. Ah non, mais c'est sûr. Et Et, trouver ouais. la solution la plus adaptée. Mais tu parlais C'est justement des sachants. On dit sachants maintenant, apparemment. Ah bon. C'est rentré dans le dictionnaire. J'aime les bien. sachants. Non, mais tu vois, t'as des gens qu'on reçoit souvent tous les gens qu'on reçoit dans Taisez-vous. C'est ce qu'on nous dit aussi à chaque fois, c'est que voilà, c'est des gens qui savent les choses. Et c'est pour ça qu'on t'a invité aussi ce soir, c'est que c'est les gens qui ont le recul nécessaire et qui s'intéressent et qui vont loin creuser dans le sujet, et qui vont pas juste lire un article et balancer quelque chose sur Twitter, tu vois. Et tu parlais aussi des gens qui travaillent dans la technique. Ouais, complet. Donc tu as les gens qui travaillent en droit, mais tu as aussi, comme tu disais, les gens qui travaillent en informatique, tu vas avoir les médecins, les gens qui travaillent en sciences médicinales, je sais pas le mot, je suis désolé, je suis un peu fatigué, mais Les sciences naturelles. les sciences naturelles. Non, mais tu sais, par rapport à tout ce qui est les questions du vaccin et tout, il Complet. faut écouter, je pense, Ouais. ces gens plus que justement les gens qui font trop de bruit. Et le problème, c'est que voilà, on n'entend pas forcément assez parce qu'ils sont pas forcément écoutés ou des trucs comme ça. Donc, Ce serait bien peut-être aussi d'arrêter d'en faire un combat politique ouais, et puis et un plus oui, quelque non. chose. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et réfléchir, mais effectivement, avec les informaticiens, moi, c'est hyper intéressant de discuter avec les informaticiens, de voir comment ça peut fonctionner derrière, parce qu'en fait, comme un peu partout, le diable se cache dans le détail, quoi. C'est dans la manière dont sont faites les choses, etc., qu'on peut vraiment, les mains dans le cambouis, quoi, avoir des solutions techniques précises. Et pour ça, effectivement, il faut s'y connaître en informatique, il faut s'y connaître en droit pour avoir tout ça. Mais c'est hyper important, effectivement, tu as raison d'avoir le regard médical, parce que, par exemple, aujourd'hui, on a retenu un délai les tests comptent comme les vaccins dans les 72 heures. J'imagine que c'est parce qu'on a appelé des experts qu'on dit c'est 72 heures, mais donc tout ça se questionne aussi, peut se remettre en question, donc c'est hyper intéressant. Il y a des enjeux politiques évidemment, on n'en a pas parlé, mais il y a un pass sanitaire européen aussi du coup, mais en fait qu'il n'y a pas de base de données européenne. C'est juste qu'en fait l'idée c'est que chaque base de données nationale puisse se parler pour que si tu passes la frontière, par exemple, je sais pas, Allemagne, Pologne, on puisse quand même vérifier que ton pass sanitaire français
français est bon, donc les bases vont pouvoir se parler. Mais ça aussi, c'est hyper intéressant parce que savoir comment on procède les autres pays, voilà, et comment. Voilà, donc il y a plein de choses à discuter Ça là-dessus. soulève énormément Exactement. de domaines. Et d'ailleurs, sur la question européenne, je renvoie les gens. Il y a un super avis parce que la CNIL, donc c'est l'autorité française, mais il y a une autorité européenne qui en fait chapeaute tout ça, qui est le commissaire européen aux données personnelles, la super CNIL européenne, et qui a fait un très long avis et très clair et hyper intéressant sur les questions de passe sanitaire. Donc voilà, et qui rentre un peu les mains dans le cambouis sur l'informatique. Donc je recommande aussi vivement aux gens d'aller lire ça. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous envoyer. Déjà, nous, on verra vers tes 2 articles sur The Conversation. Sur l'interview de ThinkReview. Alors, cette interview, bon, je le dis maintenant, je sais pas s'il y aura encore beaucoup de monde à la fin de cette vidéo, mais c'est une vidéo de 2 heures où le pass sanitaire est abordé au milieu de la vidéo. C'est ça, pas hyper longtemps, mais enfin, tout ce qui est soulevé autour, on peut vite faire le rapprochement avec le pass sanitaire. Ouais. Et ensuite, ce dont tu vas nous parler, le rapport de la CNIL, la super CNIL européenne. Voilà. On mettra tout ça sur le Discord et puis voilà. Ça marche. Est-ce que tu sais comment on conclut un live ? Et comment on conclut un live ? Et bon, on dit salut. On dit merci à tout le monde. Merci d'être venu nous voir si nombreux. Ouais, merci beaucoup. J'ai pas vu combien on était au j'ai total. Pas vu non plus. Là, actuellement, nous sommes 2. Les gens nous écouteront en replay. Mais voilà, après, de toute façon, vous pourrez retrouver le podcast en replay sur toutes les plateformes de streaming. Je suis faire un petit peu de montage parce que j'ai oublié de lancer au début. Mais bonjour à tous. Mais du coup, on a le live qu'on pourra retrouver sur Twitch et qu'on va mettre aussi sur YouTube sur Audio Mori. Et voilà. Et bien, c'était très sympa voilà, de se faire ce petit live. Moi, je suis très chaud. Le premier live, carrément. Sur un sujet bien costaud en plus. Ouais, bien. Pas du tout dangereux. Mais c'est bien, tu disais, t'as essuyé les plâtres. Ouais, nous voilà. aussi. Donc, non, mais je pense qu'on a quand même été assez, comment dire, avec assez de recul sur le sujet. Donc, on va pas se faire taper dessus. Bon, en tout cas, c'était bien sympa de te revoir, Johan. C'était un très grand plaisir de revenir ici. On te recevra certainement encore une fois pour le kiff. épisode. Un truc peut-être plus léger. Ouais, mais en même temps, du droit, forcément, tu t'en sur les fichiers de police. Oui, c'est pas ultra léger. Ouais. Non, mais peut-être qu'on fera des petits épisodes live avec plusieurs thésards pour venir, pour que vous puissiez nous parler de l'avancée de vos projets. On entre thésards et tout. Ouais, complètement. On trouvera des sujets, on trouvera des trucs raconte-nous ton expérience de thésard, tu vois. Tu nous as pas parlé de ta thèse d'ailleurs, Jean, aujourd'hui. Moi, de ma thèse. Oui, c'est ça que je voulais qu'on parle aussi. Effectivement, Jean est en mi-thèse en ce moment. Donc il est en sueur. Non mais en fait, la mi-thèse, pour ceux qui connaissent, c'est pas forcément hyper dur, mais moi je dois aussi rendre un rapport à mes investisseurs sur année et demie qui vient de passer. Et du coup, c'est un peu plus costaud que juste entre guillemets une mi-thèse. Donc j'ai pas mal de choses à faire en un délai assez court. Du coup, voilà, ça traîne un petit peu des fois sur les publications, des trucs comme ça. On est un petit peu en retard, mais moi aussi. Et toi, Robin, tu bosses cet été ? Moi, je bosse cet été. J'ai pris un boulot à 3/4 temps là parce que c'est un peu compliqué avec ma boîte en ce moment. Donc voilà, donc je suis très en retard sur les publications, sur les montages. Tout sort au bon moment pour le moment. Pour l'instant, donc ça va, on touche du bois. On a des retours de thésards qu'on aime beaucoup, notamment Hugo qui nous a fait un retour en moins de 24 heures là, sur son dernier épisode et ça régale. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré beaucoup d'épisodes. Ouais, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, on a 10 épisodes d'avance. On a 10 épisodes d'avance, donc s'il y a des soucis de temporalité et tout, ça vient peut-être un peu de là. Pas s'inquiéter. mais voilà, là, on a beaucoup d'enregistrements en stock et on va diluer ça au fur et à mesure jusqu'à reprendre certainement les enregistrements d'ici septembre-octobre. Octobre. D'ici octobre. D'ici octobre, on va essayer de reprendre des épisodes en live et cool. Et voilà, et puis on rediffusera d'autres trucs. Merci encore Johan d'être venu. Merci à vous. C'était très cool. J'espère que c'était sympa, que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Bah ouais. Allez pour un prochain épisode. À la prochaine. Ciao. Hop là. Attendez, j'ai pas encore coupé les micros. Vous nous entendez toujours. Bonjour. Faut que tu coupes Instagram aussi. Ouais, je pense que je vais couper ici directement. Salut. Bonsoir.